9 coups d'État réussis et pourtant cette nuit au Burkina Faso paraît différente de toutes les autres. Dans les rues de Ouagadougou, les marchés sont vides, les moteurs militaires murmurent à distance et chacun sent, sans écran ni communiqué officiel, qu'une main étrangère prépare quelque chose. Alors, si Ibrahim Traoré devenait le dernier rempart entre votre continent et une énième transition fabriquée ailleurs, que signifierait vraiment le mot démocratie pour vous? Et si, cette fois, l'histoire de ce capitaine refusant de plier ne se terminait pas comme les précédentes? Dans cette vidéo, le spectateur ne reçoit pas seulement un récit spectaculaire de plus sur le Burkina Faso, mais une grille de lecture pour comprendre comment se fabrique à distance un coup d'État moderne. En la suivant jusqu'au bout, il gagnera un radar politique durable. Au lieu de subir les manchettes alarmistes de chaque Burkina Faso News, il apprendra à reconnaître les codes, les signaux faibles et les éléments de langage qui annoncent qu'un dirigeant comme Ibrahim Traoré est en train d'être ciblé. Nous poserons les pièces une à une depuis les réunions feutrées de Bruxelles et de Paris jusqu'aux drones sans insigne qui apparaissent près des casernes de Ouagadougou. À travers ce fil, la vidéo explique ce que révèlent vraiment les comptes offshore qui s'agitent, les éditoriaux indignés publiés très loin du Sahel et les mots polis sur la restauration démocratique. Et si, après cette enquête, chaque discours sur l'Afrique vous semblait soudain moins innocent qu'il en a l'air? Ce qui se joue cette nuit à Ouagadougou n'est pas une simple rumeur de caserne, c'est la répétition d'un scénario rodé après 9 coups d'État depuis l'indépendance du Burkina Faso. Et pour la première fois depuis des décennies, une partie de la population presse que le script ne vient peut-être plus seulement des généraux locaux, mais de bureaux climatisés à Bruxelles, Paris ou Washington. En arrière-plan de cette nuit électrique se déploie une chronologie que peu de journaux de Burkina Faso News prennent le temps de raconter. En 1966 déjà, un pouvoir civil débordé par la crise est renversé au nom du salut national. En 1980, une autre junte promet des réformes avant de se fracasser sur les mêmes intérêts. En 1903, un jeune capitaine, Thomas Sankara, rebaptise le pays Burkina Faso, parle de dignité et d'autonomie, tente de couper les fils de la dépendance. 4 ans plus tard, il est assassiné, trahi de l'intérieur, sous le regard complaisant de partenaires étrangers. Depuis, chaque crise politique suit un canevas familier. Dénoncer l'incapacité du pouvoir, promettre de restaurer la démocratie, obtenir l'aval discret des anciennes métropoles inquiètes pour leur position. Ibrahim Traoré lit cette histoire non pas dans les manuels, mais dans les murs même du palais qu'il occupe aujourd'hui. En le présentant comme un simple putschiste de plus, certains éditoriaux évitent soigneusement de rappeler que Ibrahim Traoré Burkina Faso est d'abord le produit d'une longue série de ruptures avortées. C'est cette mémoire, faite de radio, qui annonce au petit matin qu'un nouvel homme fort arrive pour le bien du peuple, que la vidéo remet au centre avant de revenir dans les parties suivantes à la mécanique concrète de la menace actuelle. Pour un observateur lointain, tout cela n'est qu'une nouvelle crise parmi d'autres, un titre de plus dans le flux de Ibrahim Traoré interview et d'analyse expéditive. Pour ceux qui vivent ici, c'est une séquence connue plan par plan, dont il reste à vérifier si, cette fois, l'épilogue sera différent. Dans ce récit, un fil conducteur apparaît peu à peu. Un jeune capitaine plongé dans une histoire plus large que lui. Autour d'Ibrahim Traoré se dessine une petite constellation de visages, ceux qui, dans l'ombre, testent déjà le prix à payer pour rester loyaux ou pour céder. L'ancien soldat qui a servi sous Sankara, l'officier de renseignement qui lit les câbles chiffrés, la mère qui allume une bougie pour son fils en uniforme, tous perçoivent avant les autres que quelque chose se prépare. Dans les quartiers de Ouagadougou,
on raconte à voix basse comment les mêmes formules reviennent toujours, comme dans les vieux Burkina Faso News. Restauration de la démocratie, stabilité, retour à l'ordre. À la radio, un journaliste murmure que l'on voit circuler des tracts anonymes, que des comptes sans visage appellent déjà à une intervention pour sauver la République. À la présidence, le chef du renseignement pose des dossiers marqués en rouge devant le capitaine, énumérant les rendez-vous annulés par certaines ambassades, les articles d'analyse qui ciblent chaque décision du pouvoir. Ces personnages ne sont pas des héros de roman, ils sont la première ligne qui encaisse le choc des manœuvres lointaines. C'est à travers leurs gestes minuscules que l'on mesure l'onde de la campagne contre Ibrahim Traoré, Burkina Faso. Car si ceux qui vivent le danger au quotidien sentent que le scénario se répète, que devraient ne comprendre ceux qui ne voient cette crise qu'à travers quelques titres sur un écran lointain, tout commence loin de Ouagadougou, dans des pièces closes, où la lumière ne s'éteint jamais vraiment. À Bruxelles, des cartes du Sahel s'affichent sur des écrans, une ligne rouge clignote sur le Burkina Faso, quelques phrases tombent, sèches, comme des verdicts. Le capitaine est allé trop loin, il faudra lui rappeler les limites. À Paris, dans un salon discret du Quai d'Orsay, on parle de rétablir l'équilibre, de stabilité régionale, de partenaires gênés. À Washington, dans une salle sans fenêtre du département d'État, des analystes projettent les images d'un meeting d'Ibrahim Traoré, la foule qui scande la souveraineté africaine, le feu dans les yeux des jeunes soldats. Personne ne dit le mot, mais tous comprennent que ce feu doit être contenu. De cette inquiétude naît un plan. On le baptise Initiative de stabilisation démocratique, comme on a déjà baptisé tant d'opérations ailleurs. La première phase est simple, éroder la légitimité. Il suffit d'inonder les colonnes d'opinion d'articles sur le autoritarisme du régime, de mettre en avant chaque tension, chaque pénurie, chaque critique interne, de présenter Ibrahim Traoré Burkina Faso comme un risque pour ses propres citoyens. La seconde phase vise l'économie, retarder des aides, compliquer des transferts, laisser filtrer l'idée que les investissements ne sont plus sûrs, que le pays dérive vers l'isolement. La troisième phase consiste à justifier l'intervention. Quand les fissures apparaîtront, il suffira de parler de paix, de protection, de retour à l'ordre constitutionnel. Pendant ce temps, à Ouagadougou, les signaux s'accumulent. Les meetings diplomatiques se déprogramment sans explication. Des drones anonymes survolent des sites sensibles. Les services de renseignement repèrent des flux d'argent qui transitent par Genève et Chypre. Des officiers locaux reçoivent des appels, des promesses, des invitations discrètes à des séminaires à l'étranger. Dans les centres de données, les opérateurs constatent une montée soudaine de communications chiffrées entre certains numéros burkinabés et des serveurs européens. Le chef du renseignement dépose des dossiers sur le bureau du capitaine. Ces coordonnées, prévient-il. Des actifs étrangers préparent des relais à l'intérieur. La nuit venue, le théâtre s'ouvre. Les sites gouvernementaux sont visés par des attaques informatiques. Certaines radios grésillent, d'autres basculent sur une musique nationale qui masque les consignes en coulisses. Sur les réseaux, des comptes apparus la veille exigeant une intervention pour sauver la République. Des rumeurs de mouvements de troupes circulent dans les quartiers nord. Puis, les premiers coups de feu éclatent, sporadiques, plus symboliques que massifs, juste assez pour que la ville sente que le sol commence à bouger. Devant le palais, des véhicules restent moteurs allumés, prêts à exfiltrer ou à tenir. Ibrahim Traoré écoute les rapports, observe les écrans, mesure que le scénario déjà vu ailleurs cherche à se rejouer ici. Le déclencheur est là. Le reste dépendra de la manière dont ce pays, pour une fois, décide de répondre à la mise en scène écrite loin de lui. Dans les maisons, on coupe la radio pour mieux écouter les bruits de la rue. Les mères rassemblent les enfants loin des fenêtres.
Les anciens répètent que tout commence toujours ainsi, par de petits éclats dans la nuit. Et pourtant, cette fois, quelque chose résiste, comme si une partie du pays refusait déjà le rôle que d'autres ont écrit pour lui. Au cœur de la nuit, alors que les serveurs des chancelleries s'emplissent de messages codés et que les phares des blindés glissent dans les artères désertes de la capitale, une vérité nue apparaît. Le combat d'Ibrahim Traoré dépasse le sort d'un homme. Cette séquence, minutieusement déclenchée depuis d'autres continents, révèle la guerre silencieuse qui oppose aujourd'hui les récits, celui d'un pays qui veut écrire son propre destin et celui de puissance qui préfère qu'il reste lisible dans leur alphabet. Dans cette première moitié du documentaire, chaque plan rapproche le spectateur du cœur du dispositif. Les circuits financiers, les campagnes médiatiques, les signaux diplomatiques. Nous voyons comment, pas à pas, un réseau s'organise pour transformer une question de souveraineté en crise démocratique. Les images venues de Ouagadougou dialoguent avec les archives de Kinshasa, de Tripoli, de Bamako. Elles tracent la même géographie du contrôle. Mais ici, une variable change. Les citoyens ne fuient plus la place publique, ils y reviennent. Sous la pluie, des silhouettes se rassemblent, sans mot d'ordre, comme pour affirmer que cette fois le scénario pourrait s'écrire autrement. Vous sentez déjà que l'histoire respire autrement. La caméra s'attarde sur les visages, sur les uniformes froissés, sur les cartes tachées d'encre. C'est là, dans ces détails presque banals, que se loge la différence entre un putsch annoncé et une résistance lucide. Parce que comprendre cette nuit, c'est comprendre la tension entre deux visions de l'Afrique. Celle qui attend qu'on lui dise qu'en parler et celle qui décide que le silence ne protège plus. La première objection formulée par de nombreux observateurs est la suivante. Pour beaucoup d'observateurs extérieurs, ce qui se passe au Burkina Faso n'est qu'un épisode de plus dans une longue série de crises internes. Selon eux, des cas de Ibrahim Traoré Burkina Faso incarne avant tout un pouvoir militaire sans contre-pouvoir solide, et les inquiétudes exprimées par Bruxelles, Paris ou Washington ne seraient que la traduction d'une vigilance légitime. Quand les éditoriaux parlent de restauration de la démocratie ou de dérive autoritaire, ils disent simplement craindre que les citoyens burkinabés se retrouvent enfermés dans un cycle sans élection ni alternance. La deuxième objection, souvent évoquée par d'autres analystes, est la suivante. D'autres soulignent que les signaux d'alerte ne viennent pas uniquement de l'étranger. Ils rappellent les tracts anonymes appelant à stopper la République, les comptes sur les réseaux sociaux qui réclament une intervention, les doutes qui circulent parmi certains soldats au checkpoint. Pour ces critiques, si un coup de force se prépare, il repose aussi sur des frustrations internes, sur des promesses non tenues, sur la fatigue d'une population coincée entre insécurité et difficultés économiques. Dans cette lecture, les capitales occidentales ne feraient qu'accompagner un mouvement déjà à l'œuvre. Le documentaire ne balaie pas ces deux lectures d'un revers de main, il les confronte patiemment aux éléments concrets. Oui, l'histoire burkinabé est jalonnée de coups d'État nés de tensions sociales et de ruptures politiques. Oui, des voix locales se disent inquiètes de la concentration des pouvoirs. Mais en remontant le fil des faits décrits, réunions nocturnes en Europe, comptes offshore qui s'agitent, embargo économique discret, départ coordonné de diplomates, apparition de drones non identifiés, puis séquences médiatiques calibrées. La vidéo montre que ces inquiétudes internes ne sont pas exploitées au hasard. Elles sont amplifiées, chorégraphiées, reliées entre elles par un récit qui dépasse les frontières du pays. Là où certains ne voient dans Burkina Faso News qu'un face-à-face entre un pouvoir et son opposition, l'enquête révèle un triangle bien plus complexe. Une société divisée, un dirigeant comme Ibrahim Traoré pris entre loyauté et menace,
et des intérêts étrangers qui savent depuis longtemps comment transformer les peurs locales en justification d'ingérence. Sous les premières lueurs de l'aube, les échos de la nuit s'étouffent peu à peu dans les ruelles de Ouagadougou. Les générateurs cessent de vibrer, les radios reprennent un souffle hésitant, et les habitants guettent un signe, n'importe lequel, prouvant que la tempête n'a pas tout emporté. Le silence paraît presque apaisé, mais c'est le calme d'un pays qui sait que tout peut recommencer d'un instant à l'autre. Dans les couloirs du palais, Ibrahim Traoré reste debout, le regard fixé sur la carte du Burkina Faso que la veille encore il a notée. Autour de lui, les aides de camp échangent des murmures, les téléphones grésillent, les rapports tombent. Certains affirment qu'il est temps de fuir vers une base sûre, d'autres pensent qu'il faut tenir jusqu'à ce que le jour efface la peur. Lui, sans mots, tourne les pages d'un dossier, relit une phrase écrite la veille. La démocratie ne s'importe pas, elle se mérite. Ce n'est plus un slogan, c'est un serment. Dehors, les bougies allumées par la foule vacillent. Ce n'est pas une émeute, c'est une veille. Des milliers d'hommes et de femmes restent là, comme si leur simple présence pouvait retenir le cours des choses. Leurs visages disent qu'ils ne veulent plus être spectateurs. L'un d'eux brandit une photo de Sankara, un autre chuchote le nom de Traoré. Les deux noms se répondent, deux échos d'une même obstination. Au-dessus d'eux, le ciel se teinte de cuivre. Les puissances étrangères publieront bientôt leurs communiqués, parlant de stabilité, d'inquiétude, de démocratie. Mais dans les rues encore mouillées, un mot nouveau circule: mémoire. Si cette nuit marque un tournant, ce n'est pas parce que le Burkina Faso a échappé à un coup d'État, c'est parce qu'il a compris que la souveraineté commence par le refus de l'oubli, et que, désormais, chaque Burkinabé sait ce que coûte le silence. L'aube du lendemain dévoile trois futurs possibles, comme trois cartes posées devant un peuple encore sous le choc. Dans le premier scénario, Ibrahim Traoré survit à la nuit et conserve le pouvoir. Il devient alors plus qu'un capitaine, le symbole d'une Afrique décidée à ne plus mendier sa légitimité. Autour du Burkina Faso, l'alliance du Sahel avec le Mali et le Niger se transforme en un rempart d'intérêts communs. Les programmes de coopération se rebâtissent sur l'initiative africaine, non sur des injonctions extérieures. Cette hypothèse, optimiste, suppose que la discipline militaire s'allie à la clairvoyance politique. Le deuxième scénario, plus brutal, imagine la chute du capitaine. Le communiqué paraîtra poli. Les chancelleries parleront de transition. Les journaux étrangers écriront qu'une page se tourne. Le pays aura un nouveau visage, un discours de continuité, et l'histoire ajoutera un nom à sa longue liste de fils trahis. Les flux d'aide reprendront, les marchés se calmeront, mais le regard des citoyens restera vide. Ce serait la victoire du statu quo, l'Afrique qui recommence, encore. Le troisième scénario ne tue pas le chef, mais étouffe la nation. Les sanctions se multiplieront, l'économie s'asphyxiera lentement, et les diplomates parleront de mesures nécessaires. C'est le modèle de la punition silencieuse. Pas de chars, pas de sang, seulement la raréfaction organisée. Un coup d'État sans tank, une colonisation sans troupes. Mais ici encore, le film pourrait s'écarter du scénario. Car la fatigue de la résignation devient elle-même un moteur. Déjà, à Lagos, à Dakar, à Nairobi, des voix montent. Assez. Ce n'est plus la défense d'un homme, c'est celle d'une idée, qu'un continent puisse décider seul du rythme de son propre destin. Le soleil se lève sur Ouagadougou et dans sa lumière hésitante se dessine une vérité simple. L'Empire n'a plus besoin d'épée, mais la mémoire d'un peuple éveillé reste une arme plus redoutable que tout arsenal. Ce matin-là, la caméra quitte le palais pour suivre ceux qui portent encore la poussière de la nuit. Dans les rues de Ouagadougou, les visages racontent mieux que les communiqués la fatigue, la dignité, l'attente. Un vendeur remet en place sa bâche déchirée. Une mère ajuste le foulard de sa fille avant l'école.
Un jeune militaire regarde les restes de cire fondus sur le trottoir. Chacun reprend son souffle, mais personne n'oublie. Cette partie du film s'adresse à ceux qui regardent de loin, à travers les écrans. Parce que l'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement politique, elle touche à ce que chacun reconnaît en soi, la peur d'être effacé. Les habitants du Burkina Faso ne cherchent mais pas des héros, ils veulent comprendre à quel moment les promesses d'indépendance sont devenues des lignes de crédit. Le documentaire redonne voix à ces récits ordinaires. La paysanne qui parle de la pluie qu'on attend, l'enseignant qui explique à ses élèves pourquoi on parle de liberté mais qu'on importe toujours les livres. Cette humanité rend la tension tangible. Ce peuple n'est pas contre le monde, il réclame seulement le droit de ne plus dépendre du bon vouloir des autres. Burkina Faso signifie le pays des hommes intègres. Après cette nuit, la formule retrouve son sens littéral. Dans les paroles, dans les gestes, dans les regards, il reste une force tranquille, celle d'un pays qui, même meurtri, refuse de devenir le décor d'un récit étranger. Pour qu'une nuit comme celle que vient de traverser le Burkina Faso ne se répète pas, le documentaire esquisse une feuille de route en plusieurs étapes, qui ne repose ni sur un sauveur providentiel, ni sur un réflexe d'isolement. Elle commence par un chantier intérieur, renforcer les institutions de contrôle issues du pays lui-même. Assemblées, cours de vérification, médias locaux doivent disposer de moyens réels pour suivre l'action du pouvoir, y compris lorsque celui-ci est incarné par une figure populaire comme Ibrahim Traoré. La souveraineté n'existe que si la critique structurée est possible sans devenir prétexte à ingérence. Deuxième étape, solidifier les alliances régionales qui ne sont pas dictées de l'extérieur. L'axe entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne peut pas se limiter à des déclarations symboliques. Il doit se traduire en dispositifs concrets de sécurité collective, de coordination énergétique, de politique agricole commune. Plus ces interdépendances africaines seront fortes, moins il sera simple pour des pressions extérieures de jouer sur l'isolement d'un seul pays. Troisième étape, traiter l'information comme un terrain stratégique, pas comme un décor. Il s'agit de former journalistes, enseignants, responsables religieux et associatifs à repérer les campagnes narratives récurrentes, ces mots, ces cadrages qui reviennent à chaque fois qu'un dirigeant dérange. Mettre en évidence les motifs récurrents autour de Ibrahim Traoré Burkina Faso ou d'autres figures permet à la population de reconnaître plus vite quand un discours sur la démocratie sert en réalité à préparer un déplacement de pouvoir. Enfin, la feuille de route insiste sur la mesure. Chaque avancée doit être évaluée à partir d'indicateurs simples et publics pour que la promesse de souveraineté reste lisible au quotidien et ne se réduise pas à un slogan prononcé dans les heures de crise. Le jour s'étire lentement sur Ouagadougou. L'air reste lourd, mais la lumière nouvelle éclaire autre chose. Une émotion qu'aucun communiqué n'avait prévue. Sur les murs encore humides, des affiches collées pendant la nuit portent un seul mot: mémoire. À mesure que la ville reprend son souffle, la caméra revient vers Ibrahim Traoré, silhouette droite, silencieuse, devant la fenêtre ouverte de son bureau. Ce n'est pas un discours qu'il prépare, c'est un moment de retour à soi. Les événements de la nuit ont redéfini les contours de sa mission. Tenir, non pour durer, mais pour transmettre. Dans cette partie du récit, la musique se fait plus lente. Les visages reviennent, l'officier qui veillait, la mère qui priait, le vieil homme qui écoutait la radio. Tous appartiennent désormais à une même page d'histoire. Le narrateur rappelle alors que l'Afrique n'est pas seulement un théâtre de crise, elle est aussi le lieu d'une mémoire longue,
celle des résistances invisibles. Empire tombe, dit-il, mais les idées qui les définissent survivent plus longtemps que les hommes. La caméra s'élève au-dessus de la capitale. La pluie de la veille a laissé des reflets d'argent sur les toits. Dans ce tableau-là calme, on entend encore la prière murmurée des fidèles. Dieu protège Ibrahim Traoré. Et dans la voix off, la question revient, simple, nue. Si la souveraineté demande des sacrifices, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour la défendre? La conclusion se déroule comme une respiration lente après la tempête. La caméra quitte les couloirs du pouvoir pour retrouver les rues de Ouagadougou lavées par la pluie et baignées d'une lumière douce. Les enfants chantent, les commerces rouvrent, les radios locales répètent les mêmes mots. Il est toujours là. Dans ce murmure collectif, l'histoire d'Ibrahim Traoré cesse d'être celle d'un homme pour devenir celle d'un peuple. Le film referme sa boucle là où tout avait commencé, sous le ciel du Sahel, entre courage et incertitude. Le narrateur s'adresse une dernière fois à ceux qui regardent depuis d'autres continents. Si la liberté exige mémoire et vigilance, Verdi, alors quel souvenir laisserez-vous? Parce qu'au-delà des frontières, chaque spectateur porte une part de cette réponse. Le Burkina Faso ne demande ni compassion ni tutelle. Il demande que l'on se souvienne, que l'on parle encore de ces nuits où la souveraineté se mesure non en victoire militaire, mais en fidélité à une idée. Alors, quand viendront d'autres tempêtes, souvenez-vous de cette silhouette debout dans l'aube, rappelant au monde que la dignité ne s'exporte pas. Elle se garde, elle se transmet. Empire tombe, les hommes passent, mais la mémoire des peuples reste.